Bienvenue dans le podcast Inside Digital Revolution, le podcast du MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Aujourd'hui, rendez-vous pour un épisode alumni. Échanger avec Arnaud Châtel, responsable pédagogique du MBA, c'est plonger dans les univers de l'EdTech et de l'IA pour une conversation hyper riche. Il nous raconte aussi comment il a trouvé sa voie à 35 ans, mais en réalité, peut-être bien avant. Bref, un parcours en 2 hashtags bien connus des alumni, Never Stop Learning, Never Stop Growing. Bonjour Arnaud. Bonjour Camille, comment tu vas? Très bien, merci. Consultant, expert en IA, EdTech, membre du board du MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP et alumni. Mais qui es-tu Arnaud Châtel? Écoute, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content de partager ce moment avec toi et avec vous, chers auditeurs. Alors, qui je suis? Aujourd'hui, je suis, comme tu l'as dit, responsable pédagogique des MBA et des MB. Mais avant d'avoir la chance d'exercer cette fonction, j'ai eu un passé. J'ai eu un passé d'entrepreneur dans le monde du digital, hein. Et à un moment, j'ai eu une opportunité de céder ma société. Et après un petit break bien mérité, j'ai fait un grand écart. J'ai atterri dans une pseudo-administration, dans une vieille dame 2 fois centenaire, qui s'appelle la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France, où j'avais pour mission d'accompagner cette vieille dame dans une transformation digitale plus que nécessaire. Et le truc qui a été cool, c'est que ils m'ont donné une possibilité de suivre une formation. Et j'avais à disposition l'une des 17 écoles de la Chambre de commerce et d'industrie Île-de-France. Alors, certaines d'entre elles sont assez connues, hein, HEC, ESSEC, ESCP Europe, mais les formations en digital qui étaient proposées, ça me faisait pas rêver. J'ai donc postulé au MBA d'MB et quelques mois plus tard, j'ai fait partie de la première promotion en part-time du MBA d'MB de l'EFAP, la promotion Alpha, et je salue mes camarades Laurent et tous les copains. On a fait le starting et ça a été une aventure juste exceptionnelle. C'est ça, parce que vous étiez 15 Non, on était un peu plus que ça, on était 23 D'accord. de mémoire. 3/4, allez, même plus que ça, on va dire un bon 85% de la promotion. On était en gros vraiment tous des cadres en activité et il y avait 2-3 alternants qui ont tous eu d'ailleurs de super carrières derrière. Mais ouais, on a été la première promo et on regrette pas parce que super souvenir. Et puis tu vois, quelque part, ça m'a pas trop déplu. En tout cas, Voilà. voilà. Parce que quelques temps plus tard, j'ai basculé de l'autre côté. Alors peut-être tu veux savoir pourquoi j'ai basculé, comment ça s'est Oui. fait. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc fait la rentrée en octobre 2016 et on finissait en octobre 2015, pardon, et on finissait en fin 2016. Et en octobre, il y a un grand événement dans la communauté, entre autres, du MBA DNB, qui est un événement qui est organisé par le coproducteur de la formation, le Hub Institute, à savoir le Hub Forum, la grand-messe du digital en France. J'ai donc été aidé, Vincent, Sophie et bien d'autres personnes sur le salon pour pouvoir enseigner sur la formation. Et ce qui s'est passé, c'est que une des personnes devait donner cours à un MBA de l'EFAP, alors pas le DMB, mais un autre MBA. Okay. Et elle ne pouvait pas dispenser ce cours. Et Vincent a dit, écoute, Arnaud, je pense que ce serait cool que tu puisses y aller. Entre-temps, moi, j'avais démissionné de la chambre de commerce parce que le MBA peut avoir cet effet de te mettre plein de choses devant les yeux et de te dire ah ben non, en fait je me vois plus là-dedans du tout, je veux faire autre chose. Et ce que je dis toujours, c'est que j'ai découvert ma voie finalement à 35 ans parce que au sein de la chambre de commerce, j'avais commencé à donner des formations, j'adorais ça. J'ai donné cours à ce fameux MBA, ça s'est extrêmement bien passé. Et puis après, j'ai lancé une activité dans la formation et l'accompagnement
qui a très, 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 très bien marché. Et l'année donc 2017, Vincent est venu vers moi en me disant, écoute, voilà, on grossit, on a besoin de renforcer l'équipe parce qu'à l'époque, il y avait que Vincent et Sophie. Et j'ai donc rejoint le DMB cette année-là en tant que responsable pédagogique de cette belle formation qui, à la rentrée prochaine, normalement, comportera 19 classes. D'accord. Donc de 23, on passe à... Alors, normalement, allez, je te donne une fourchette de 300 à 350 étudiants D'accord. Ah ouais. dans plusieurs villes et dans plusieurs pays. Ok, cool, hein. Donc, Bravo. super aventure humaine en tout cas. Et Ouais. du coup, alors toi, t'as toujours ton activité de consultant ou de formateur ou plus du tout? Non, 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 pas du tout, parce que le MBA est très, très consommateur de temps. Donc, très honnêtement, j'ai plus le temps de faire des activités connexes. Ouais, Je donne juste un cours ou deux dans l'année dans une autre école qui est Centrale Supélec d'accord. sur, sur un parcours digital. Et à côté de ça, il m'arrive, mais si tu veux, ça rentre quelque part dans mon scope où je donne des conférences, soit sur des événements ou bien en entreprise, principalement pour parler de transformation digitale, de formation et d'intelligence artificielle. D'accord. Donc en fait, c'est ça, parce qu'après, il y a aussi l'intelligence artificielle et les tech, qui Ouais, sont deux sujets qui te passionnent ouais. particulièrement. Bah alors oui, l'intelligence artificielle, beaucoup, 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 mais ça date pas d'hier, hein, ça date depuis que je suis tout, tout petit, parce que j'ai toujours été un fan de manga japonais et de science-fiction, et quelque part, c'était de la prospective déjà à l'époque, ces films et ces dessins animés, on va dire ça comme ça. Euh, mais il s'est passé plein d'événements au cours des dernières années qui ont mis en lumière l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai toujours beaucoup lu sur la problématique. J'ai toujours rencontré beaucoup de personnes dans ces domaines-là, parce qu'on a la chance au MBA DMB, comme tu le sais, d'avoir un réseau qui est colossal, donc autant pouvoir en profiter. Et puis je me suis formé, et puis j'aime bien parler, et puis j'aime bien donner mon avis, et puis j'aime bien rencontrer des gens. Et puis de fil en aiguille, on m'a demandé de prendre la parole sur ces thématiques-là, une fois, deux fois, trois fois, puis après j'ai été estampillé, estampillé sur cette thématique-là. Et puis le personal branding aidant, hein, ça c'est notre ADN, au MBA DMB, on nous prend la tête avec le personal branding, mais en même temps, on a plutôt raison. Et effectivement, aujourd'hui, ça me prend beaucoup de temps. J'ai en partie designé le parcours IA au MBA DMB qui va vraiment se déployer à la rentrée prochaine, en partenariat entre autres avec Microsoft. Moi, je donne moi-même un cours d'introduction. Alors, même pas tellement un cours d'introduction, c'est plutôt un cours de philosophie autour de l'IA, parce qu'elle impacte évidemment les entreprises, mais également la société. Et tout ça, il faut être en alerte là-dessus. Et de fil en aiguille, de par mon activité, de par le fait que je sois papa, l'EdTech, parce que en France, quoi qu'on en dise, on est quand même énormément à la ramasse sur plein de domaines. Quand on voit ce qui peut se passer, par exemple, j'ai eu la chance d'aller à Montréal faire un learning trip autour de l'écosystème de l'IA, et quand on voit comment elle est implémentée pour accompagner les enseignants, pour accompagner les parents, pour accompagner les étudiants, ouais, il y a des choses exceptionnelles pour monter en compétences, mais pour monter surtout la qualité euh, des cours de nos chers bambins. Et je parle de bambins parce que c'est pas forcément que des gens pour des bacs plus 5 ou autres, ça commence des tout petits. Alors moi, j'ai plein de questions hein, là-dessus. Euh, avec la Covid, Ouais, justement, on a l'enseignement, la formation qui se sont vus propulsés ouais. dans une sphère digitale un peu à marche forcée. Mm. Et toi, justement, c'est quoi ta vision sur cette accélération qui a été hyper importante? Est-ce que maintenant, il faut stabiliser un peu les choses? Alors, c'est une super question. Tu as employé le terme qui est juste, c'est accélération. En quelques mois, on a gagné quelques années en termes de transformation, on va dire, digitale. Et qui plus est, alors je ferai un focus forcément, hein, restons chauvins sur le MBA, comme on a vécu ça, mais je vois l'enseignement en général, comme tu l'as justement dit, il a été contraint et forcé.
Et dans toutes les contraintes, soit ça se passe bien ou soit ça se passe pas bien. Et malheureusement, ça s'est pas forcément toujours bien passé. Et je parle particulièrement du public. J'ai un enfant, j'ai vécu ça. Je peux te dire que c'est, ouais, en termes d'expérience utilisateur, employant le jargon de chez nous, c'était vraiment à chier, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, mais il y a une grande, grande marge de progression et d'acculturation des sachants, des enseignants, parce que faut pas les incriminer. On leur a dit du jour au lendemain, sans avoir été formés, allez, tiens, ma poule, c'est parti. Chut, maintenant, tu vas faire cours en distanciel. Et force est de constater, pour avoir pratiqué des centaines d'heures en distanciel, soit en tant qu'intervenant, soit en tant que jury ou autre, c'est un véritable savoir-faire, c'est un véritable nouveau soft skills, le fait d'avoir cette posture face caméra, de présenter, de convaincre. C'est pas aussi naturel que lorsque l'on est en face à face, mais tout ça, ça s'apprend. C'est ce que j'allais te demander justement. Quelles sont les compétences nécessaires aux enseignants aujourd'hui? Tu vois, c'est un peu bébête ce que je veux dire, mais déjà la compétence de l'outil informatique. N'oublions pas qu'on a des enseignants qui n'ont pas tous 25 ans, qui sont pas tous euh, comment dire techno addicts. Il y a beaucoup de technophobes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout ça, ben, comme toutes les formations hein, et comme toute transformation, l'éducation nationale, de mon point de vue, alors a été contrainte de le faire, mais l'a amené par la technologie, alors que toute transformation ne peut se faire et ne s'embrasser que par la transformation de l'humain avant tout. Et comment donc on y arrive? Bah déjà, former, 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 c'est mon mantra, hein, comme tu peux l'imaginer. La formation, et puis après, quand je parle de formation, je dirais même du coaching. Tu vois, nous, avec les étudiants, maintenant, on a vraiment des séances euh, dans le cadre des cours, de la prise de parole, de la posture, parce que voilà, c'est bien d'être derrière une caméra, mais comment tu te tiens? Est-ce qu'il faut mieux être assis? Est-ce qu'il faut mieux être debout au contraire? Enfin, il y a plein plein de choses qu'on est amené à transmettre pour avoir les bonnes pratiques. Et puis après, outre la bonne pratique, mais quelque part ça va de pair, c'est bah, la pratique justement. C'est en faisant qu'on apprend et donc tu dois, bah, c'est comme les sportifs hein, en période olympique, on va reprendre ça, on ne devient pas champion olympique du jour au lendemain, il faut s'entraîner beaucoup. Bah, c'est exactement la même chose. On a des professeurs effectivement qui ont l'habitude d'enseigner en présentiel. Donc là Mmh. maintenant ils passent sur le digital. Comment on trouve cet équilibre entre digital et présentiel? Parce que est-ce que c'est aussi efficace, aussi engageant d'être à distance? On peut pas refaire le cercle des poètes disparus, tu vois. Alors, euh, euh, Je suis un peu il y a l'avocat plusieurs. du diable, hein, Non, non, forcément. non, Hein. mais bien sûr, mais t'as mille fois raison. T'as mille fois raison. Je vais te partager l'expérience que nous, on a vécue au MBA DNB parce que ce que je dis à chaque fois, nous, au MBA DNB, on a vécu 5-6 confinements. Il y a eu le fameux confinement du mois de mars, mais nous, avant, on en avait connu. On avait Oui. connu notre promotion de Shanghai, qui avait connu avant tout le monde le confinement. Donc, on a rapatrié des étudiants en France. Il y en a d'autres qui sont restés. Donc là, déjà, on avait été en mode hybride. Avant ça, on avait eu les grandes grèves de décembre, les gilets jaunes, où on ne pouvait plus accéder aux écoles. Donc, on avait déjà mis en place ce système de distanciel. Pour moi, le- comment dire, la bonne jauge, euh, et de toute façon, ça deviendra la norme, le full présentiel, ouais, il y en aura, mais on va rentrer de plus en plus dans un monde d'hybridation. Sinon, comment est-ce qu'on fait? Déjà, bah, ça passe par la formation. Au MBA DNB, pour donner un ordre d'idée, on a à peu près aujourd'hui 170 Mm. intervenants sur tous nos campus. Toute l'équipe pédagogique, on a passé beaucoup de temps à former, à faire des sessions de formation pour tous nos intervenants, en leur donnant bah, les bonnes pratiques. Parce que le fait, comme tu le disais, de faire un cours de 4 heures en distanciel, bah, c'est pas pareil que de faire un cours en présentiel. Donc tu peux plus faire des sessions de 4 heures ou bien de 2 heures non-stop. Donc on leur a inculqué entre guillemets les bonnes pratiques à faire sous forme de sprint, de 45 minutes, une heure, de vraiment être dans le participatif, d'interpeller les étudiants.
parce que déjà pour l'intervenant, faire court à un écran, c'est pas le truc le plus sexy. Et puis réussir à conserver la concentration et l'attention de jeunes qui se bouffaient des 10 heures de visio par jour, encore plus complexe. Mais tu vois, je prends mon cas, a priori, vu les retours que j'ai eu des étudiants avec mon fameux cours de philosophie, on y est plutôt pas mal arrivé. Mais après, c'est des techniques, c'est des outils aussi qui existent, qu'on met à disposition. Et puis après, tu as des gens qui sont plus à l'aise en distanciel que d'autres. Et même, il y en a qui se sont révélés en distanciel, oui, qui étaient bons en présentiel, mais qui ont été mais excellentissimes en distanciel. Et je prends l'exemple d'un de nos mentors à tous au MBA DND, en la personne de Bruno Florence, qui est, Oui, on ne le présente pas, hein, bien tout à fait, je évidemment, me souviens bien de son cours. qui a toujours été très très bon en présentiel, mais qui là en distanciel est juste mais exceptionnel. Enfin, il a vraiment le truc, quoi. Voilà. C'est pour ça que je te disais que je prends le cas de nos étudiants, on les forme à ça parce que c'est vraiment une nouvelle posture. J'utilise le terme posture parce que je pense que tu vois, c'est le bon terme à employer. Et alors après, dans l'EdTech, qu'est-ce que tu mets? Il y a effectivement toutes les manières d'enseigner à distance, etc. Mais t'as pas que ça, tu as aussi des programmes aussi d'inclusion. En fait, tout ce qui va pouvoir exister autour de la transformation et autour de l'intelligence artificielle va s'appliquer au monde de l'éducation. Bien évidemment, ça va passer par des outils qui vont permettre de faciliter la transmission et l'apprentissage. Ça va aussi permettre d'analyser les comportements afin de pouvoir identifier sur telle partie de cours, bah, c'est là où c'est plus bénéfique, c'est là où il va falloir que je mette un coup d'accélérateur, au contraire, c'est là où il va falloir qu'il y ait, on va dire, une réadaptation. Bref, tout ça pour te dire, l'EdTech, et je t'en parle aussi avec ma casquette de membre d'Impact IA France, qui est un think tank, un do tank autour de l'intelligence artificielle qui a été lancé il y a plus de 2 ans maintenant par Microsoft, et je fais partie de la commission éducation. Et D'accord. donc, on réfléchit là-dessus. Mais c'est surtout et avant tout le fait, encore une fois, hein, d'acculturer tout ce beau public comment dirais-je, à l'utilisation plus que nécessaire de l'intelligence artificielle dans les métiers et par extension dans la formation et dans l'éducation. Alors du coup, il y a des craintes, il y a des peurs qui surgissent. Bien sûr, on est dans un monde de Ouais. fantasmes, hein, bah, on continue, on y va plus fort, qui a bien été quand même alimenté d'une part par la science-fiction, hein, tu sais, c'est le syndrome Terminator. Mais bon, rassurez-vous, cher public, hein, avant que le T800 vous prenne votre boulot, on est encore un peu large, car comme je le dis à chaque fois, on parle d'intelligence artificielle, mais c'est un terme marketing. L'intelligence artificielle est tout sauf intelligente, puisque ça équivalerait à l'intelligence d'un rat. Donc, on est encore très très loin à ce qu'elle nous remplace. Pour autant, elle fait déjà des choses vachement mieux que nous et on peut plus s'en passer aujourd'hui. Vu la quantité astronomique de données qu'on a, et même dans le monde de l'éducation, on a une quantité de data colossale. Notre simple condition d'être humain ne nous permet pas d'assimiler et de décortiquer je dis n'importe quoi, mais tu prends l'exemple d'une voiture Uber. Une voiture Uber par jour, ça génère 8000 milliards d'octets de data. Comment tu veux que moi, en tant que blond, j'arrive à, j'arrive à traduire, à analyser 8000 milliards de tech data? Je vais être obligé de me faire accompagner par une gentille IA. Et puis, dans le monde de l'éducation, bah, ça va être pareil et ça va être de plus en plus le cas. Et là où c'est complexe, et ça va faire écho à toute la communauté des MBN. On est tous passés par des masterclass de transformation digitale où on nous prenait la tête avec la chaîne de valeur de porteur sur le fameux impact de la transfo digitale sur les différentes business units de cette chaîne de valeur. Ben, il en est de même pour l'IA, sauf que c'est encore plus violentissime, c'est encore plus rapide et le retour en arrière, il est vraiment pas possible pour toutes les raisons qu'on a pu énoncer avant. Donc là, on arrive doucement mais sûrement dans un monde qui déjà était compliqué, va devenir encore plus complexe, mais il va falloir apprendre à cohabiter avec. Moi, c'est toujours l'équation que je donne. Je ne parle pas d'intelligence artificielle, moi je parle d'IC.
Je parle d'intelligence collaborative parce qu'on est D'accord. vraiment dans cette notion de collaboration. Et si je fais un focus sur les métiers du marketing, bah, ça nous permet gentiment mais doucement de devenir un marketeur sous stéroïde ou un marketeur augmenté, pour employer les termes du moment. Et puis après, il y a tout l'aspect environnemental. Effectivement, de se dire, bah, c'est du matériel, mais bon, pas que les tech d'ailleurs, hein, c'est un sujet même plus large du numérique. On n'a pas une IA qui réfléchit à ça, là? J'invite tout le monde à voir un schéma que je propose souvent à mes étudiants, euh, qui avait été, euh, qui avait été proposé au sommet de Davos. C'est les 17 chantiers que l'humanité pourrait être amenée à résoudre justement par le biais de l'intelligence collective et collaborative. Sous-entendu, hein, ça c'est des termes pompeux, parlons d'intelligence artificielle, et notamment sur les problèmes sur les problématiques climatiques, sur les problématiques énergétiques, d'éducation, de nutrition, enfin bref, il y a 17 grands chantiers et bien évidemment, il y a une IA pour tout. À l'époque, on disait sur l'iPhone, il y a une application pour tout. Ben, vous inquiétez pas, maintenant, il y a une IA pour tous les problèmes. Mais bon, le temps, hein, patience est mère de vertu, comme on dit. Alors du coup, pour toi, quelles sont les innovations là qui sont les plus marquantes dans les tech, dans l'IA, enfin, Comment dirais-je? Je vais pas forcément te donner une techno, mais c'est plutôt, je vais reprendre, désolé, mais je vais reprendre ce terme chapeau d'intelligence artificielle. C'est ça qui est vraiment disruptif. Euh, la, la, le, la date qui a vraiment fait basculer, c'est 2017. d'accord. Pourquoi 2017? Parce qu'en 2016, Google, via sa filiale DeepMind, avait, tout le monde en a entendu parler, hein, cette fameuse confrontation entre l'homme et la machine pour AlphaGo et le jeu de Go, où Mm. Google avait gagné contre le champion du monde chinois du jeu de Go. Ça, c'était la version 1. Là où il y a vraiment eu un basculement, c'était sur la V2 avec AlphaGo 0, où là, on était sur une IA où ce n'était pas de l'apprentissage qu'on dit par renforcement. Rapidement, il y a plusieurs possibilités. AlphaGo, c'est une techno qu'on avait alimentée en lui donnant les règles du jeu, en lui donnant des parties, en la faisant s'entraîner sur ce jeu de Go. Et puis elle a gagné, et puis très bien. AlphaGo 0, c'était un acte 2 où là, on lui a juste dit, voilà, faut que tu apprennes à jouer au Go. Point barre. Et là, elle s'est débrouillée toute seule. Et quand elle a gagné contre celle qui avait gagné contre le champion du monde de jeu de Go, elle l'a battu à plat de couture, elle l'a battu 5-0. Et là, dans la communauté, on s'est dit, ah ouais, là, attention, il y a un vrai basculement. Et d'ailleurs, ça se traduit comment? Ça se traduit que c'est à partir de 2017 où il a commencé à y avoir beaucoup de littérature, beaucoup de podcasts, beaucoup de tout ce que tu veux autour de l'intelligence artificielle, parce que là, on s'est dit, ah ouais, là, vraiment, on pensait que ça allait être juste sur certains secteurs d'activité ou quoi que ce soit, mais en fait, on s'aperçoit que l'IA, elle s'applique dans tous les métiers, au même titre que le digital. Nous, en tant que bon DM bien, il en est exactement de même sur l'IA. Et c'est ça qui est vraiment disruptant, et c'est ça que nous, on inculte aussi à nos étudiants, c'est de prendre conscience qu'il faut absolument s'intéresser à comment l'IA va s'intégrer soit dans un secteur, soit dans un métier, soit dans une compétence, et que la bonne posture en tant que collaborateur, ça va être de répondre à l'équation suivante: intelligence artificielle plus humain est supérieur à l'intelligence artificielle seule. Si c'est pas le cas, et malheureusement dans pas mal de secteurs ça va l'être de moins en moins, bah, l'utilité de l'humain, voilà. Je laisse le suspense. Mais c'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment très disruptant, c'est l'impact, mais ultra ravageante des algorithmes dans nos quotidiens. Je reprends nous hein, de marketeurs, et notamment sur toutes les problématiques liées à la relation client, liées à la personnalisation, liées à la personnification. Aujourd'hui, je tairai les noms, mais j'ai souvenir d'un CDMO que je connais très très bien, qui était
CDMO chez un pure player. Du jour au lendemain, parce qu'ils en ont eu l'opportunité, il a implémenté une technologie d'IA sur sa newsletter. En même pas une semaine, il avait augmenté de 80% le chiffre d'affaires de sa newsletter. Et puis, comme tu imagines bien, sa newsletter ne rapportait pas 100 ou 200 euros par envoi. C'était des chiffres beaucoup plus importants. Donc, voilà, c'est vraiment des choses où il faut être en alerte. Est-ce que tu aurais un conseil pour les étudiants qui voudraient vraiment s'orienter vers ce domaine, se Ouais, spécialiser sur ces ouais. Alors, questions-là? je vais reprendre une phrase de Gad Elmaleh, un grand penseur du 21e siècle. Il faut lire, il faut lire. Tu vois, back to basic, hein, back to basic. Pourquoi lire? Parce que le fait de lire augmente une chose qui fait notre singularité par rapport à un algorithme, c'est notre élasticité cérébrale et notre capacité à la gestion de problèmes totalement différents en même temps. Et ça fait vraiment notre singularité pour le moment par rapport à ces machines-là. Et plus on a les chakras ouverts, on va dire ça comme ça, et plus on va pouvoir être une vraie valeur ajoutée, une vraie complémentarité, mais plus, avec ces algorithmes qui, eux, font des choses d'une manière verticale, mais très très bien. Mais c'est ça qui va être euh, c'est ça qui va, c'est différenciant pour les étudiants. Un conseil, s'y intéresser, faire de la veille. C'est pareil, un back to basic par rapport à ce que toute notre chère communauté on a appris au DMB, mais la veille, elle est fondamentale. L'échange d'expériences, euh, les partages d'expériences, enfin bref, tout ce qui est autour de l'UX et du CX est fondamental pour toujours être en alerte et essayer d'implémenter ça dans, euh, dans, dans notre quotidien de marketeur. Et dernière chose, il existe déjà plein de choses qui se fait gratuites ou non. Alors bien sûr, il y a des formations payantes, hein, mais vraiment très spécifiques liées liées à l'intelligence artificielle, mais il y a plein de trucs gratuits, des MOOC vraiment splendides. Je vous invite à me contacter pour que je puisse vous donner les bonnes choses. Et aussi s'intéresser, et ça c'est une nouveauté qu'il va y avoir l'année prochaine dans la formation, tous les outils vraiment pour les marketeurs, c'est les outils qu'on appelle de low code, no code. Le fait de pouvoir créer des choses sans avoir la compétence de code, parce qu'aujourd'hui c'est l'algorithme qui va être amené à coder pour toi. Et ça, c'est des choses qui vont vraiment nous aider dans notre quotidien de marketeur. Est-ce que tu as un incontournable du coup sur le marketing digital à nous partager Alors, peut-être un incontournable soit du moment, soit pour les mois à venir, soit les deux. Écoute, là, je reprends ma casquette d'antan, très énervé sur toutes les problématiques de social media. Je vais peut-être dire des choses évidentes, mais c'est pas bien grave. Euh, Vraiment, pour les marques, vraiment prendre en considération ce phénomène de TikTok où je m'en rappelle, j'en parlais il y a 3 ans, on me faisait vas-y, t'es nul, machin, TikTok c'est pour les jeunes. Ouais, ok, t'as raison. Force est de constater que, encore une fois, effet Covid, hein, ça a été un accélérateur, mais il faut bien prendre la mesure de la chose et plus généralement tout ce qui est autour du live shopping. Bref, on ne fait ni plus ni moins que de s'inspirer très très fortement de ce que fait pardon, nos amis asiatiques sur ces problématiques de relations entre une marque, un produit et des clients. Donc vraiment, c'est ça. J'invite vraiment tout le monde, même si c'est une porte ouverte, hein, que je renfonce volontairement, vraiment s'intéresser à tout ça. Et pour le live shopping, hein, donc je renvoie les auditeurs à l'épisode de Claire Lebras qui parlait très bien de ça. Tu vois, on s'est même pas concerté, hein. Pourtant je l'ai, mais voilà, c'est du bon sens, c'est du bon sens. Et puis l'autre chose, euh, comme quoi je vais rester très cohérent dans mon propos, euh, c'est les intelligences artificielles appliquées au marketing et même plus que ça, les différentes IA, les différents algorithmes qui vont aller transformer encore un peu plus rapidement la business unit dans laquelle tu vas travailler, que ce soit sur la partie plutôt commercialisation, sur la partie de prod, sur la partie de logistique, ou que sais-je. Bref, elle est partout. Bienvenue dans la matrice. Il faut apprendre à lire la matrice. Voilà mon conseil. Ok.
Bon, bah écoute, pour finir, j'aimerais te poser la question que je ne t'aurais pas posée. Ouais. Bon, elle est toute trouvée. Mais pourquoi le NBA DMB, il n'est pas encore numéro 1? Alors, pourquoi? C'est toi qui C'est réponds, hein. c'est comme l'histoire des trois petits cochons. Ok. Bah, le NBA DMB, c'est le dernier petit cochon qui a fabriqué sa maison en pierre. Hmm. Vois-tu? Mais je vous donne rendez-vous au mois de mars pour le nouveau classement. J'ai comme dans l'idée que on pourrait peut-être avoir de belles surprises. Mais écoute, on nous le souhaite alors, parce C'est que ça, DMB un jour, DMB DMB toujours. toujours. Et c'est le mantra, hein, Never Stop Learning. On le met bien en avant. Super, merci beaucoup Arnaud pour cet échange. Bah, merci Camille pour l'invitation. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Inside Digital Revolution. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en nous mettant plein d'étoiles.